Bonsoir et bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Voici les titres de ce mardi 23 mai. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de la pop culture, c'est le Geek Up Festival. Ce week-end, l'événement revient pour une deuxième édition au Clé-sous-Bois, un festival qui mêle jeux, ateliers, animations et rencontres avec notamment des acteurs de la saga Harry Potter. On en parlera avec nos invités. Le traitement médiatique de la banlieue est-il juste ? C'est le thème central de la pièce et c'est un sentiment qu'il faut que nous combattions, je crois. À mi-chemin entre le théâtre et le documentaire, cette œuvre nous plonge dans la vie d'une rédaction télé et nous questionne sur notre vision des quartiers populaires. David Farjon, son metteur en scène, est notre invité. Et puis apprendre à respirer, se relaxer, prendre le temps de développer ses sens. En bref, revenir à soi, chose qui n'est pas toujours si simple. Chloé Berger, naturopathe et sophrologue, vous propose chaque mois des sophro-balades qui mêlent marche et exercice de relaxation dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, découverte. Et puis autour du plateau, avec moi, des invités m'accompagnent tout au long de cette édition. Jérôme Prével, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association Geek Up Family. Avec vous, on va parler du festival qui se tiendra au Clé-sous-Bois les 27 et 28 mai prochains. Donc c'est un rendez-vous incontournable pour les fans de la pop culture. Mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un rassemblement autour de la pop culture ? Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver ? Alors vous pourrez y retrouver tout le week-end de samedi à dimanche des exposants qui seront présents, des animations, des cosplayers professionnels qui seront présents aussi tout le week-end. Et tout ça sous un soleil magnifique, normalement tout le week-end. Donc c'est la pop culture, c'est pour les grands comme les petits. Et justement, juste pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un cosplayer ? Un cosplayer, c'est une personne qui crée son costume par rapport à un univers, qui le fait de A à Z. Et je vais prendre l'exemple de la 501e Fresh Garnison qui sera présente tout le week-end. Une armure complète de Stormtrooper vaut environ, une fois que tout est fait par les cosplayers, pas loin de 3 à 4 000 euros. Voilà. Et vous serez justement tout à l'heure accompagné de Geoffroy Cotonnec, le trésorier de l'association. On en reparlera plus amplement dans quelques instants. C'est tout à fait ça. À vos côtés, David Farjon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le metteur en scène de la pièce de théâtre « C'est un sentiment qu'il faut que nous combattions, je crois ». Alors dans cette pièce, le spectateur est plongé dans l'univers, dans les coulisses en fait d'une rédaction télé. Et en quelques mots, d'où vous est venue l'idée de réaliser cette pièce de théâtre ? Eh bien, on va dire que ça fait une grosse dizaine d'années que la compagnie Légendes Urbaines existe et que ça fait une grosse dizaine d'années qu'on s'intéresse à la banlieue comme un enjeu de récit, de mise en récit. Et donc on s'est intéressé à l'urbanisme, on s'est intéressé à l'architecture. Et avec la classe politique, disons que le journalisme est un gros pourvoyeur de récits sur la banlieue et que c'est un récit qui nous a semblé passionnant à aller analyser et titiller. Et votre pièce sera jouée ce vendredi 26 mai à l'espace Coluche à Plaisir. On y reviendra également dans quelques instants pour en parler plus amplement. En face de vous, Maro de Rouvray, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes la chargée de production du spectacle Secret Défense au château de Rambouillet. Alors ce spectacle immersif plonge le spectateur au cœur de la rencontre historique entre le président américain Eisenhower et le général de Gaulle en 1959. Alors c'est un spectacle qui se vit au fur et à mesure des pièces visitées par le spectateur. Il y a également des admissions de public qui sont faites à peu près toutes les 10 minutes. Donc j'imagine que c'est quand même beaucoup d'entraînement et de répétition. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans les répétitions et dans les préparations à cet événement ? Vous avez bien résumé l'événement Secret Défense. Actuellement, nous venons de commencer le montage du spectacle qui commencera le vendredi 2 juin prochain, donc dans quelques jours finalement. Les répétitions de tous les participants touchent à leur fin. On a eu notre dernière répétition générale le 13 mai dernier. Et puis on commence du coup à installer les décors, à doucement installer les coulisses, tous les portants de costumes, les accessoires, etc. Et on est plutôt serein et on avance doucement mais sûrement pour que tout soit parfait pour le jour J.
En tout cas, on le souhaite. On y reviendra aussi plus en détail tout à l'heure. Et pour terminer, Mathilde Francoux, bonsoir. Bonsoir Régine. Donc, vous êtes journaliste également de la rédaction TV78 et avec vous, on va faire le point sur l'actualité à ne pas manquer dans les Yvelines. Et puis, dans cette édition, on parlera aussi des Dark Kitchen. Donc, ce sont des cuisines de restaurants partagés qui sont destinées uniquement aux livraisons et au click and collect. On partira également à Cannes grâce à nos confrères de chez Radio Sensation. Ce soir, Martin Patry met à l'honneur des musiques de films. Et enfin, comme chaque mardi, nous recevrons Véronique Iturbide, chroniqueuse chez TV78, pour nous parler des infos insolites dans les Yvelines. Alors voilà, le programme est rempli, mais juste avant de le dérouler, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Du soleil, en veux-tu, en voilà, le ciel sera voilé, le ciel justement sera très ensoleillé dès demain au réveil, il sera généreux sur tout le département, il fera 10 degrés à Rambouillet et 11 degrés à Versailles et Mantes-la-Jolie, et dans l'après-midi, le ciel justement sera voilé sur tout le territoire, côté température, prévoyez 18 degrés en moyenne sur tout le département, et demain, nous fêterons la Saint-Donatien. Le point maintenant sur les informations du jour à retenir dans les Yvelines. Et on commence ces informations du jour, Mathilde, avec une victoire pour les défenseurs de la cause animale. Tout à fait, Régine. Souvenez-vous, en juillet 2019, l'usine d'épuration, le SIAP, avait subi un incendie. Cet incendie avait provoqué le déversement d'eau non traitée dans la Seine. Suite à cet incident, près de 3 tonnes de poissons morts avaient été repêchés à proximité du site. L'association Paris Animaux Zoopolis avait alors porté plainte. Ils ont eu récemment gain de cause. Le tribunal administratif de Paris a ordonné au SIAP de communiquer l'audit de sécurité qui avait été effectué alors au lendemain de la catastrophe industrielle. Grâce à cet audit, l'association souhaite identifier ce qui a causé la mort de ces millions de poissons et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et direction à présent Carrières-sous-Poissy, la mairie lance une consultation citoyenne inédite. Quel avenir pour la mer de Déchet ? Voilà la question que souhaite poser la mairie de Carrières-sous-Poissy aux habitants lors de cette consultation citoyenne. Pour rappel, la mer de Déchet représentait la plus grande décharge à ciel ouvert de France. Aujourd'hui, les 26 000 tonnes de déchets ont été nettoyées. Se pose alors la question de la réhabilitation de cette plaine entre Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine, Andrézy ou encore Chanteloup-les-Vignes. Planter une forêt, installer des panneaux photovoltaïques, créer un lieu dédié au vélo ou implanter un centre d'éducation animale. Voici les quelques pistes qui seront présentées aux citoyens. Ils pourront donner leur avis jusqu'au 7 juin sur le site de la mairie. Et on poursuit avec le chiffre du jour, 10 000. Pourquoi, Mathilde ? 10 000, Régine, c'est le nombre de cendriers de poche qui seront distribués dès aujourd'hui aux buralistes de Versailles. Alors concrètement, dès qu'un Versaillais ira acheter un paquet de cigarettes, il se verra remettre un cendrier de poche gratuitement. L'objectif, éviter que les mégots envahissent la ville et polluent nos rivières. Au total, 24 buralistes participent à cette opération. Cette action s'inscrit dans la campagne propreté lancée par la ville depuis le début de l'année. Versailles est une ville touristique et une grande ville, c'est une ville préfectorale aussi. On a un très bon retour de propreté sur cette ville, donc c'était normal qu'on poursuive avec les mégots. On aille plus loin même, parce que pour l'instant les mégots sont toujours ramassés balayés par les agents, mais je pense que le fait de dire aux gens attention, il faut aussi avoir un geste écologique, un geste citoyen, au même titre que les déchets. Le mégot est un déchet, donc au même titre que les déchets, il faut éviter qu'ils se retrouvent sur la voie publique. On recense tous ces lieux qui sont effectivement les lieux de regroupement de personnes, donc les tabacs, les terrasses, devant les lycées, ça peut être aussi le cas, les parents parfois en attendant leurs enfants à l'école, mais tous les lieux de regroupement et de stagnation font qu'effectivement on a ces différents gisements de mégots qui restent sur le sol. Alors cette initiative est une première dans les Yvelines. Elle est rendue possible grâce à la contractualisation de la ville de Versailles avec la Fédération des buralistes d'Île-de-France et celle des Yvelines, ainsi que l'éco-organisme d'Alcom. Ce que les gens ignorent, c'est que quand ils le lancent sur le trottoir
En fait, ça va partir la plupart du temps dans le caniveau, ça va être emmené en fait dans les eaux usées. Et ça risque de terminer du coup ensuite dans la rivière et dans la mer où ça aura une pollution. Vraiment identifier ce sujet pour tous nos consommateurs qui doivent vraiment ne plus dans un premier temps jeter et commencer à prendre conscience que ce mégot n'est pas c'est un produit synthétique, c'est un produit industrialisé, donc il faut y prendre garde. En France, ce sont 7,7 milliards de mégots qui sont mal jetés chaque année. L'éco-organisme Alcom a donc pour objectif de réduire ce chiffre de 40% d'ici 2027. Et si vous êtes à la recherche d'un job d'été, vous avez des pistes à nous proposer, Mathilde? Oui, Régine, la Poste recrute 580 saisonniers dans toute l'Île-de-France pour cet été. Il s'agit précisément de 500 facteurs et de 80 opérateurs de colis. Les contrats sont soit des CDD ou des contrats en intérim et s'étalent de juin à septembre. La Poste recherche des personnes de plus de 18 ans avec le sens du service et un bon esprit d'équipe. Aucune condition de diplôme n'est exigée. Il est juste nécessaire d'être titulaire du permis B. Si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler dès à présent sur le site internet www.laposterecrute.fr. Et enfin, on termine avec un peu de sport et en particulier avec du tennis. Et oui, on va s'intéresser à Roland-Garros. Régine, l'Yvelinoise Margot Rouvroy s'est qualifiée au second tour des qualifications. La jeune de 22 ans s'entraîne à plaisir et s'est imposée en 1h39 de jeu face à la championne Sofia Kenin. Une performance, Sofia Kenin était finaliste de Roland-Garros 2020 et vainqueur de l'Open d'Australie 2020 également. Pour son premier grand chelem, Margot Rouvroy démarre donc de la meilleure des manières. Elle devra affronter la Biélorusse Irina Shimanovic au prochain tour. Une autre victoire du côté des femmes yvelinoises, la Versaillaise Chloé Paquet s'en sort bien également. Elle a éliminé l'Espagnole Rosa Vicens Mas. Elle continue donc les qualifications. Jeudi prochain, elle affrontera une autre Espagnole, Aliona Bolsova. Et du côté des hommes, moins bonne nouvelle, notre Yvelinois Antoine Guibaudot a été vaincu par le Slovaque Norbert Gombos. Le Rambolitain avait gagné le premier set mais s'incline finalement. Pour rappel, il avait reçu une invitation pour les qualifications du tournoi. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour les informations du jour. Et comme d'habitude, si vous aussi vous êtes témoin d'une actualité près de chez vous, n'hésitez pas à nous le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag 78news. Et direction maintenant Saint-Cyr-l'École où nous sommes partis découvrir une dark kitchen, aussi appelée cuisine fantôme, essentiellement destinée à la vente à emporter. Ces restaurants ont fleuri après le confinement, mais que valent-ils exactement? Réponse en images avec Gabriel Gontier. 4 restaurants dans un seul lieu, c'est assez inhabituel et pourtant c'est ce que propose cet établissement de Saint-Cyr-l'École. Bonjour, bienvenue au Maki Family. Premier en son genre dans la ville, cette dark kitchen ou encore cuisine de l'ombre est essentiellement destinée à la vente à emporter. Vous avez le Omaki, le Jungle Food, le Pépino et le Bubu Chic. C'est des restaurants qu'on avait à Versailles et on a tout concentré à Saint-Cyr. Sur les cartes, les spécialités africaines sont à l'honneur et se déclinent sous toutes les formes. Le principe de la dark kitchen, c'est d'avoir plusieurs enseignes au même endroit. Et pour loger ces enseignes, il faut beaucoup de cuisine. Giuseppe Dossé, le gérant, nous fait la visite. Vous avez tout ce qui est Bubu Chic, tout ce qui est galette qu'on travaille ici. Les milkshakes, un petit peu de préparation. Là, nous allons dans la partie secrète. On y va. Au sous-sol, cuisine, réserve ou encore chambre froide. Le chaud, la préparation, que ce soit nos sauces, le poulet, le poisson, tout est préparé ici. Avec 3 cuisiniers, le gérant prépare chaque jour des plats exclusivement faits maison. Au total, une vingtaine de repas vont sortir des cuisines ce midi, avec une majorité de commandes reçues sur cette tablette. Donc là, je suis en train d'imprimer le ticket de la commande du Pépino. Donc c'est un afro burger et filochette. Lui, il passe par la plateforme de livraison Uber Eats. Donc voilà le ticket. En plus des services de livraison de plats cuisinés, le restaurant a créé sa propre plateforme. Pour commander sur le site, alors on a développé un click and collect. Du coup, on peut directement aller sur l'onglet commander. Là, on va retrouver du coup les 4 cartes en fait du restaurant.
La spécificité de ces nouveaux restaurants, leur présence repose essentiellement sur Internet et les plateformes de livraison qui représentent entre 60 et 70% des commandes. En quelques clics seulement, la commande est passée. Il ne reste plus qu'à réaliser le burger. Le plat devra être préparé en une vingtaine de minutes avant le passage du livreur. Donc vous avez de la roquette, des oignons pickles. Souvent perçus comme de la restauration rapide et de basse qualité, avec leur restaurant, les gérants souhaitaient créer un concept de qualité. Ça dépend des établissements, c'est-à-dire que nous on essaie d'être à l'image de notre cuisine, c'est-à-dire qu'on travaille, comme vous a dit, quasiment avec des produits frais, mais voilà, ça dépend. Il y en a qui vont... Il y a d'autres qui travaillent, je veux dire, la plupart c'est du surgelé. Nous on essaie d'être le plus en équation avec le monde de maintenant, de travailler avec, de faire tout maison, que ce soit les boissons, les jus, les sauces, voilà, pas mal de choses. Mais ça veut pas dire, Dark Kitchen ne veut pas dire malbouffe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font de la street food, mais pas forcément de bonne qualité. Nous, on veut donner de l'amour gustatif. Une Dark Kitchen pas si sombre qui, pour garder un aspect chaleureux et du contact, propose également des places assises comme dans un véritable restaurant. Allez, c'est maintenant l'heure d'ouvrir une page culture. Et on parle à présent de pop culture. Après une première édition en 2022, l'association Geek Up revient les 27 et 28 mai prochains au Clé-sous-Bois au programme Jeux de piste, concours de cosplay, animation Just Dance, tout un tas d'activités pour captiver les fans de la pop de culture. Alors Geoffroy Cotonnet, que vous êtes venu en plateau nous rejoindre, vous êtes le trésorier de l'association Geek Up Festival et à vos côtés, on le rappelle, Jérôme Prével. Alors première question, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à ce festival? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à l'an dernier? Alors oui, il y a des choses qui changent par rapport à l'an dernier. L'année dernière, nous avions eu 3 voix de doublage présentes tout le week-end. Que cette année, nous aurons 2 acteurs de la saga Harry Potter qui seront présents tout le week-end. Donc Josh Herman et Louis Cordis, qui sont les acolytes de Drago Malfoy dans l'univers d'Harry Potter, surtout dans l'épisode 7 et l'épisode 8. On peut voir d'ailleurs à l'écran, ouais. Voilà, qui seront là tout le week-end. Nous aurons, comme j'ai dit tout à l'heure, la 501e French Garnison, qui est l'association labellisée par Disney qui représente l'univers de Star Wars. Nous aurons 2 cosplayers professionnels qui habitent Plaisir, qui seront présents tout le week-end aussi pour être jury du concours de cosplay et apporter leur aide et faire des panels. Nous aurons une artiste allée. Nous aurons donc des dessinateurs ainsi que des auteurs qui seront présents tout le week-end. Et justement, pour revenir sur ces acteurs qui seront présents, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Est-ce qu'il y a une dédicace, une séance de dédicace, des conférences? Comment ça se passe? Alors oui, c'est ce qui est prévu. Donc les visiteurs vont pouvoir donc prendre leur ticket pour rencontrer ces 2 acteurs et donc soit prendre juste une photo avec eux, soit se faire signer un petit autographe, discuter un peu avec eux et puis surtout pouvoir les voir sur scène et donc on a des généreux bénévoles traducteurs qui sont là pour aider ceux qui ne parlent pas forcément anglais à faire passer leurs questions au micro pour que du coup les acteurs puissent y répondre. Et justement, comment est-ce que vous avez réussi à les faire venir au festival? Bon, c'est toute une histoire de contact. Il faut juste avoir le numéro des bonnes personnes. C'est très simple. Non, c'est faux. C'était assez difficile. Oui, disons que le monde de ce genre de manager de contrat est très petit. Donc, une fois qu'on a trouvé un contact, après, la porte est ouverte. Mais il faut réussir à trouver le contact et c'est pas forcément simple. En tout cas, vous avez réussi, donc c'est une très belle chose. Vous avez aussi parlé d'exposants. Il y aura donc de nombreux artistes, des peintres, des illustrateurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... comment ça se passe? Alors, dans l'artiste allée, effectivement, pour faire simple, donc notre tête d'affiche, entre guillemets, c'est monsieur Philippe Tessier, qui est l'auteur, créateur de l'univers de Polaris, donc qui est un univers à la base de jeux de rôle, qui a été ensuite exploité en jeux de plateau, en romans, et ainsi de suite. Nous avons
avons aussi au niveau des illustrateurs Kibar, qui est le pseudonyme, qui travaille pour Marvel et qui fait en fait les premières de couverture. Il est illustrateur de couverture. Il a travaillé sur des numéros comme Spawn pour ceux à qui ça parle. Et nous avons aussi du coup son ami, on va dire Gail, qui lui travaille sur les sagas Spider-Man et Hulk. Donc pareil pour vous avez sûrement déjà vu ses dessins si vous lisez des comics. Voilà, entre autres. Et vous avez aussi des artistes des Yvelines de partout en France? Alors oui, on travaille avec la librairie JMS de Fontenay-le-Fleury qui notamment a fait venir Natacha Godot, qui est du coup une autrice jeunesse qui adapte énormément de choses, notamment beaucoup de livres de la saga Pokémon pour les enfants. Et l'an dernier, vous aviez reçu plus de 1000 visiteurs. Cette année, vous en attendez combien? On espère plus. On espère plus. On a au moins le double pour cette deuxième édition et surtout que nous allons avoir de beaux stands à proposer en partenariat avec Cultura des Clés-sous-Bois ainsi que Central Comics sur Paris. Qui est sur Paris. Et 1000, du coup, pour l'année dernière, c'était déjà un très bel objectif, j'imagine? Pour nous, oui. Comme c'était la première, on n'avait pas mis la barre haute. On s'était dit, c'est la première, on verra comment ça va prendre. Pour la deuxième, effectivement, on a mis un peu les bouchées doubles, on va dire, de notre côté. C'est ça, donc. Suivant les recommandations que nous avons reçues. Donc, normalement, on devrait être bon pour cette deuxième année. Et on peut déjà vous annoncer que... Il y aura sûrement une troisième édition. C'est déjà sûrement une troisième édition. Très bonne nouvelle. Et justement, donc, sur votre site, on voit aussi que vous souhaitez faire des dons à des associations, chaque année. L'an dernier, vous aviez fait un don justement au Restaurant du Cœur. Cette année, vous avez déjà une idée de l'association à laquelle vous voulez... C'est la Ligue contre le cancer, justement, pour cette année. Tous les ans, effectivement, quand on fera les festivals, nous choisissons une association qui nous tient à cœur personnellement dans les membres du bureau. Donc cette année, pour tout billet d'entrée acheté, 1 € est reversé à la Ligue contre le cancer. Très belle initiative. Et alors justement, comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'il faut le faire à l'avance? Est-ce qu'on peut aussi arriver sur place Alors oui. Oui, vous pouvez venir sur place. Vous pouvez aussi le prendre sur la plateforme Helloasso de l'événement. Ça revient exactement au même. Les tarifs sont les mêmes et à la fin, on aura juste besoin de biper votre petit billet et bienvenue chez nous. Et les prix, justement, pour avoir une idée pour nos téléspectateurs? Ouais, 5 € une journée, 8 € le week-end. Très bien, écoutez, merci Jérôme et Geoffroy d'avoir accepté notre invitation. Donc on le disait tout à l'heure, le Geek Up Festival revient les 27 et 28 mai prochains aux Clés-sous-Bois, au parc de Diane. Et puis, on va faire un petit saut dans le sud de la France à présent, à l'occasion du 76e Festival de Cannes. TV78, grâce à Radio Sensation, vous emmène à la Croisette. Ce soir, ce sont les musiques de films qui sont mises à l'honneur. On va rencontrer 2 compositeurs, Robin Coubert et Pierre Lefeuvre. Ils ont travaillé sur l'un des films de la sélection officielle avec à l'affiche l'Yvelinois Guillaume Canet. On retrouve sur place Martin Patry, l'envoyé spécial de Radio Sensation. Robin Coubert, alias Rob, a composé la musique originale d'Acide, un film catastrophe de Juste Philippot présenté au Festival de Cannes, dont voici tout de suite quelques images. C'est difficile de qualifier cette musique parce qu'on essaye toujours, spécialement dans les films de genre, d'être original, d'être expérimental, d'aller chercher des choses qu'on n'a pas peut-être l'habitude d'entendre ailleurs. En tout cas, on a essayé d'être à la fois spectaculaire, intimiste, alarmiste peut-être. C'est un film profondément dur, donc j'essaye d'être toujours du côté des personnages, de leur affection. C'est à 10 ans que Robin Coubert commence à expérimenter la musique électronique. Il découvre le cinéma 12 ans plus tard en composant le premier court-métrage de sa femme, Pink Cowboy Boots. En fait, j'ai assez vite compris que ma musique se prêtait assez mal au jeu, on va dire,
commercial, au jeu des radios, au jeu de la promo, parce que c'était une musique un petit peu hors format, hors cadre, et que j'avais du mal à la vendre et donc du mal à en vivre. Et puis le cinéma est apparu dans ma vie un peu comme une forme de mécène, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette qualité qui était un défaut dans la pop musique devenait une grande qualité pour le cinéma, c'est-à-dire une musique singulière, exigeante, particulière, peut-être trop originale pour la radio, mais suffisamment pour le cinéma. La musique du générique d'Acide a quant à elle été composée par Pierre Lefebvre, alias CIC. C'est une musique qui est faite, comme son nom l'indique, pour sortir les auditeurs du film en fait. Et il y avait une volonté de juste, le réalisateur, d'aller sur une note un peu d'espoir, sur une autre couleur en fait. Et après, ce que a pu poser Rob sur ces images, il voulait aller sur une autre sonorité, une sonorité peut-être un petit peu plus... qui portait sur un peu plus d'espoir, peut-être sur un peu plus de lumière. Acide, un film de Juste Philippot avec les musiques de Robin Couder et Pierre Lefebvre, dont la sortie en salle est programmée au 20 septembre. Et je vous donne dès à présent rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur La Croisette. On parlera cette fois-ci de l'Observatoire de l'audiovisuel européen. Et on revient maintenant dans les Yvelines au château de Rambouillet. Le spectacle immersif Secret Défense produit par Polaris et les Monuments Nationaux propose de revivre la rencontre historique entre le président américain Eisenhower et du général de Gaulle au château de Rambouillet en 1959. Alors Mao de Rouvray, justement, c'est la deuxième édition de ce spectacle. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Secret Défense, est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un peu justement ce spectacle immersif ? Bien sûr. Secret Défense, c'est un spectacle immersif et historique avant tout. C'est un spectacle hors du commun. C'est une aventure, un parcours spectacle que nous invitons le spectateur à vivre au sein du château de Rambouillet. L'idée, c'est que le spectateur est invité à revivre un sommet d'État qui s'est réellement déroulé en 1959. Là, on retrace en effet la rencontre entre les présidents Eisenhower et de Gaulle qui s'est réellement déroulée au sein du château de Rambouillet, du coup, le 3 septembre 1959. Et donc on immerge le spectateur. J'essaye de pas en dire trop pour donner aussi un petit peu de suspense. Mais voilà, on invite les visiteurs à assister aux coulisses d'un sommet d'État, donc en passant par des bureaux d'écoute des services secrets français, en assistant à une réunion entre les conseillers du président américain et en bien sûr à un moment rencontrant les fameux présidents français et américains. Et comment justement vous avez fait pour retracer ce qui s'est passé en 1959 ? Vous avez fait appel à des archives, comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le travail de Charles Mollet, le metteur en scène et auteur du spectacle, qui a donc passé des mois à retrouver des archives en effet d'époque. Donc il s'est inspiré le spectacle est entièrement inspiré de faits réels. Après, on y apporte notre patte un peu fictive et magique pour avoir cette part de spectacle, mais en effet, tout ce qui est dit, on peut totalement le retrouver dans des archives d'époque. Donc, c'est des documents écrits à la machine à écrire, c'est des photos, c'est tout un tas d'archives, en effet, qui ont aidé à écrire ce spectacle de bout en bout. Et jouer dans des décors naturels, est-ce que ça présente des difficultés supplémentaires ? Comment est-ce que vous gérez ça, justement ? Bien sûr, oui. On ne peut pas faire forcément tout ce qu'on veut. On est quand même dans un château, donc qui est un monument historique. Donc, on doit s'adapter au lieu. Donc, après, tous les décors sont faits en fonction des lieux. Donc, parfois, on s'adapte à chacune des pièces, aux matériaux qui sont présents et c'est là aussi que la magie opère de notre côté parce qu'on arrive à recréer des choses en construisant totalement des décors. Et surtout qu'il y a aussi 600 bénévoles, donc ça fait quand même complètement, beaucoup bien sûr. Sans eux, le spectacle n'existerait pas. Le spectacle est entièrement... tous les participants de ce spectacle sont des volontaires, donc on en compte entre près de 600 sur ce spectacle. Qui sont donc toutes les personnes que vous allez croiser en venant voir ce spectacle, c'est-à-dire les personnes qui sont à la billetterie, à l'accueil, qui sont à la buvette du spectacle, qui sont dans chacune des pièces, qui sont en coulisses également. Ce sont tous des volontaires à l'œuvre depuis 3 mois maintenant. Et est-ce que vous savez pourquoi s'être intéressé justement à ce pan de l'histoire ?
Eh bien, c'est une période historique très intéressante. Nous, on parle surtout, en effet, j'en ai pas parlé, mais de la guerre froide dans ce spectacle. Et il y a des sujets évoqués pendant la guerre froide qui sont finalement des sujets assez actuels aujourd'hui aussi, qui reviennent. Et donc, c'était intéressant de se pencher sur ce moment de l'histoire, surtout en ayant eu comme sujet le château de Rambouillet. On trouvait que c'était vraiment intéressant de se pencher sur cette période de l'histoire pour ce spectacle. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet, puisque il me semble que ça devait débuter et par rapport au Covid, ça a été reporté. Ça fait quand même assez longtemps que vous êtes dessus. Tout à fait. Le spectacle, il devait se dérouler pour la toute première fois en 2020, en juin 2020. Donc on avait commencé les préparatifs, chaque volontaire avait reçu son rôle, etc. Les répétitions avaient commencé, les travaux des décors avaient été bien avancés et on a tout arrêté pendant du coup près d'1 an. Et on a repris en... Ah bah non, je dis ça, mais plus, puisque la première a été 2 ans plus tard. Donc pendant 2 ans, le spectacle a été à l'arrêt. Mais on a des participants qui sont restés très fidèles et qui étaient déjà là en 2020, qui se sont réinscrits les dernières, qui sont toujours là cette année et qui nous suivent. Mais du coup, le spectacle devait commencer en 2020 et la première du spectacle a eu lieu en juin dernier, 2022. Et alors justement, on va s'adresser aussi aux téléspectateurs qui sont en famille. Est-ce que les enquêtes, parce qu'il me semble que quand on est visiteur-spectateur, en tout cas de Secret Défense, on entre dans la peau d'un agent secret. Est-ce que les enquêtes que doivent mener les téléspectateurs, est-ce qu'elles sont accessibles pour les enfants? Est-ce que c'est simple, c'est compréhensible? Alors, il y a des termes, c'est un sujet de toute façon qui est plutôt destiné aux adultes ou aux lycéens qui abordent cette période-là sans aucun souci. Les enfants, je pense qu'il y a de toute façon une période magique parce qu'il y a des décors absolument extraordinaires. On fait monter, on propose à une partie des spectateurs de monter à bord d'une voiture, du cortège présidentiel. Donc on fait tout un tour dans les allées du château avant de commencer le spectacle. Et voilà, donc les décors, les musiques, le jeu des acteurs, tout ça, je pense, parle à absolument tout le monde. Et je pense qu'on a tous une part d'enfants en nous qui fait que petit ou grand, on aime ce spectacle. Bah justement, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mao. On le rappelle, donc, vous revenez pour 4 week-ends donc, au mois de juin et ça démarre dès le 2 juin au château d'Rambouillet. Alors, justement, vous aviez reçu 18 000 spectateurs l'an dernier, donc on vous souhaite de faire pareil, voire même plus. Et donc voilà, beaucoup de bonnes choses pour ce mois de juin. Merci à vous. Et on va maintenant parler d'une toute autre œuvre. Donc celle-ci n'est pas immersive, mais elle permet toutefois aux spectateurs de voir les coulisses de la télévision. Alors David Farjon, vous êtes le cofondateur de la compagnie Légendes Urbaines et vous êtes metteur en scène de la pièce C'est un sentiment qu'il faut que nous combattions, je crois. Alors cette pièce propose, je cite, ce que j'avais trouvé aussi, c'est de démonter le mythe d'une certaine vision de la banlieue portée par les médias. Aujourd'hui, quel constat vous faites justement à l'égard de la couverture médiatique des banlieues? Aujourd'hui je m'attendais pas à celle-là. Non, très sincèrement, je m'attendais pas à celle-là parce que effectivement, nous, le document qu'on utilise principalement et qu'on analyse tout au long du spectacle, il date du 2016, donc il a un certain nombre d'années aujourd'hui, et que aujourd'hui, moi, je regarde plus du tout la télé, mais comme beaucoup de personnes, que le rapport aux médias, il a vraiment beaucoup changé. Mais alors vous tendez le bâton parce que justement vous regardez plus la télé par rapport justement à ça, ou c'est pour autre chose? C'est peut-être aussi, ça fait peut-être aussi partie des raisons. Alors ça fait évidemment partie des raisons mais après je pense que c'est aussi une évolution de consommateurs d'informations, entre les réseaux sociaux, les nouveaux médias, etc. où on n'est plus là-dedans. Mais moi, là où ça me semble intéressant de revenir à comment fonctionne le journalisme télévisuel, c'est que il est un peu à la matrice aussi d'une façon de produire de l'information, d'une façon de produire du regard, et de fabriquer du récit, et que sur les chaînes d'infos en continu, sur certaines d'entre elles en tout cas, avec un axe éditorial, voire idéologique assez
clairement d'un côté de l'échiquier politique, ça vient pas de nulle part en fait. Là, Mao parlait d'un spectacle qui revient sur un événement historique et qui essaye de décrypter par l'archive, etc. Là, on est sur un événement, sur une histoire un peu moins ancienne, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de revenir aussi voilà, à l'origine. Moi, je date, on aime bien utiliser la date de 81 pour commencer à parler de ce qu'on nomme le mythe médiatique des banlieues. 81, c'est les Minguettes, c'est les rodéos des Minguettes à Vénissieux, c'est ce qu'on avait nommé l'été chaud des Minguettes. Et c'est à partir de ce moment-là où, pendant 1 mois et demi, on voit des voitures brûlées dans la banlieue de Lyon pendant 1 mois et demi, tous les soirs au journal de 20h. Et que ça va profondément marquer un imaginaire collectif et ça va ancrer quelque chose d'une image de ce que seraient les banlieues françaises, de ce que seraient les quartiers populaires français, marqués par des voitures qui brûlent, des jeunes qui sont potentiellement dangereux, du désœuvrement, de l'immigration, de tout un tas de thématiques dont on sature aujourd'hui, mais qui étaient déjà très présentes il y a plus de 40 ans. Et alors, pour réaliser cette pièce de théâtre, vous décidez de recréer cet univers de la télé avec de la lumière, des caméras, un plateau. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors ce choix, il est fait parce que moi, ce qui m'amuse au théâtre, c'est que on est sur un art finalement relativement archaïque de fabriquer de la représentation. On a un plateau, des acteurs, des spectateurs qui sont en face de nous, et à partir de là, on va jouer des personnages, on va fabriquer du décor, alors à l'inverse, fabriquer du décor avec 3 francs 6 sous, et moi ça m'amuse beaucoup ça, et ça m'amuse d'autant plus quand on peut aller convoquer un autre vocabulaire, et que là le vocabulaire qui est utilisé sur ce plateau-là, le type de lumière, le type de rapport qu'on a, vous et moi, les caméras qui sont là, la manière dont en régie ils vont décider de faire le montage, etc., et tout ça va produire de la forme, produire du récit, et nous, le fait de réutiliser ce même dispositif sur scène, c'est-à-dire que sur scène, on a effectivement 3 caméras, on a un banc de montage vidéo, on monte à vue, on filme, et on monte à vue pendant le temps de la représentation, c'est les comédiens qui le font, du coup, on peut s'amuser à déconstruire la façon dont sont fabriquées les représentations. Voilà, il y a quelque chose de très ludique là-dedans, finalement. Et si on revient un peu plus justement sur l'histoire de cette pièce, déjà il y a combien de comédiens sur scène et qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre en regardant cette pièce ? Alors on est 6 comédiens sur scène, parce que je joue dedans également. On est 6 au plateau, en gros, moi j'aime à dire qu'on fait du théâtre documenté, c'est-à-dire qu'on fait un théâtre où on se documente beaucoup, on lit beaucoup, on essaye de s'emparer d'un sujet. Le journalisme, on n'est pas journaliste, aucun d'entre nous n'est journaliste, donc on prend un vrai temps pour se documenter sur cette profession et sur les modes de production de l'information, etc. Mais là où je dis documenter, c'est que pour moi c'est important que les acteurs, les actrices disent d'où on parle. Moi, si je travaille depuis plus de 15 ans sur la banlieue, c'est en tant que banlieusard. Et que moi, en tant que banlieusard, j'ai envie de proposer d'autres récits que les récits dominants, et que tous les acteurs et les actrices du spectacle, ils viennent pas tous de banlieue, mais par contre, ils ont tous un regard, et leur regard, il a été façonné justement par les médias, et donc il y a le spectacle est vraiment décomposé en 5 chapitres, et chaque chapitre est ponctué par un solo d'un acteur ou d'une actrice qui raconte, qui met en jeu d'où elle parle, et je pense je pourrais en citer plusieurs, mais il y en a un où la comédienne explique qu'elle arrive en région parisienne, elle vient de province et elle arrive en 2005. Elle arrive en 2005, elle est étudiante en 2005, elle débarque à Paris et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit les émeutes et elle se dit, et dans un truc qui sature, qui est ultra anxiogène, et qui se dit, voilà, elle arrive là et d'un seul coup, elle arrive dans cette ville et il y a un gap entre ce qu'elle vit,
ce qu'elle voit à la télé et que ça, ça c'est un truc, ça raconte d'où ça parle, par exemple. Et justement, vous parlez de façonner le regard. Moi, j'imagine aussi que pour la jeunesse qui regarde la télé, ils peuvent avoir aussi cet imaginaire collectif. Est-ce qu'en regardant votre pièce, un jeune, peut-être un jeune adolescent, peut comprendre facilement la pièce et pouvoir conscientiser aussi le message que vous souhaitez faire passer ? Ouais, c'est un spectacle, on l'a créé en 2019. Alors, lui aussi, il a été interrompu par le Covid, etc. Mais bon, ça fait un certain nombre d'années qu'on le tourne et qui fonctionne très bien avec les lycéens, qui fonctionne très bien avec les collégiens, on va dire à partir de 3e. Et quand on a des bords plateaux, des échanges, des ateliers en classe avec les élèves, on sent qu'il y a quelque chose qui se produit et un échange et une rencontre. Et aussi, quand on intervient dans des classes de quartiers plus ou moins populaires, de se dire qu'à un moment donné, c'est un spectacle, j'espère qu'on essaie de rendre une certaine dignité à cette jeunesse-là qui peut, par moments, se sentir un peu stigmatisé, un peu pointé du doigt et de leur dire mais en fait ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, vous existez et vous pouvez être aussi les acteurs de vos propres récits. Vous pouvez aussi raconter vos histoires et à votre manière. Bien, merci David Farjon d'être venu chez TV78 pour nous parler de votre pièce de théâtre. On le rappelle, elle se jouera sur la scène de l'espace Coluche à Plaisir vendredi 26 mai. Et du coup, ça parle de neutralité, une thématique qui nous est chère en tant que journaliste. Merci à vous. Comment se reconnecter à soi et à la nature ? Une sophrologue et naturopathe propose des activités de sophro-balade 4 fois par mois dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Alors, ça se fait par petits groupes et les participants sont invités à éveiller leurs sens au cours d'une marche consciente entrecoupée de séances de sophrologie, une pratique visant à se relaxer tout en profitant des bienfaits de la nature. Un reportage réalisé par Julien Leroy. Et puis vous allez penser à toutes les tensions que vous pouvez accumuler dans une journée. Se reconnecter à son corps au milieu des arbres. Depuis le début du printemps, des balades associées à la sophrologie sont proposées dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Cette discipline de relaxation née dans les années 60 vise à améliorer son bien-être en rééquilibrant son corps et son mental. Organisées 4 fois par mois, ces sorties permettent de combiner les bienfaits apaisants de la nature à cette pratique psychocorporelle. J'ai vraiment ressenti un besoin de se reconnecter à soi-même chez les gens. On a quand même vécu des années qui sont difficiles et il y a un besoin de sortir, de rencontrer du monde. Bloquer la respiration et hausser les épaules pour chasser toutes ces tensions du haut des épaules et souffler par la bouche, relâcher. Des contractions du visage, des trapèzes ou du ventre, ces exercices en groupe visent à se détendre pour prendre conscience des crispations éventuelles. Pendant qu'on marchait, j'ai senti que je ne respirais pas de façon régulière, donc c'était intéressant de constater ça et de pouvoir le rééquilibrer. Je me suis sentie centrée, alignée dans mon corps et ça fait du bien. On a tendance à être hyper connecté, tout va très très vite. On oublie qu'on a un corps et qui ne fonctionne pas au même rythme et avec la même force que le mental. Donc il faut en prendre soin, apprendre à se reconnecter, avoir des moments de calme. Un travail sur les sens dans cette balade consciente, vue, ouïe et toucher exalté pour profiter de l'instant présent dans un environnement naturel. Je m'aperçois qu'on marche sans faire trop attention aux sensations, au bruit, au son, au contact avec le sol. Ça évite d'être trop dans la tête, de redescendre dans les pieds. Du coup, ça détend beaucoup. En parallèle, des sophro-balades adressées aux parents et aux enfants sont proposées sur le thème des émotions ou du corps, l'occasion d'apprendre à développer sérénité et connaissance de soi dès le plus jeune âge. Et on va terminer cette page culture avec les insolites de Véronique.
Et pour commencer les informations insolites, on prend la direction de la vallée de Chevreuse. Vous allez nous parler de Folie Lavoir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une association qui s'appelle Hélium, qui regroupe un certain nombre d'artistes. Il se trouve que du 27 mai au mois de septembre jusqu'aux Journées du patrimoine, la vallée de Chevreuse, et plus précisément les lavoirs des villages de la vallée de Chevreuse, vont être investis par 35 artistes, 32 lavoirs. Alors, ils vont sûrement se disputer un peu, il n'y en a pas assez, mais ils se débrouillent. Et c'est financé, il paraît qu'il faut le dire, par la région Île-de-France, et puis le PNR, et puis les communes. C'est sur 27 communes, et ça s'appelle Folie Lavoir. Donc, le lavoir est au centre du travail de l'artiste qui s'approprie le lieu. Alors, vous aurez différents matériaux, de la photo, du sculpture, qu'est-ce qui existe, peinture, aidez-moi, land art, etc. Vous aurez aussi, alors le 28 mai, si vous voulez voir les artistes, ils seront tous chacun en poste à leur lavoir. Vous aurez aussi après d'autres événements qui vont se greffer, à savoir des vernissages, comme ça dure longtemps tout l'été, des vernissages, des concerts, des spectacles. Il faut vraiment regarder le programme, ça va être très riche. Il y a c'est organisé en 4 parcours, 3 sur les Yvelines et 1 en Essonne, pour vous donner une espèce de logique de cheminement. Certains lavoirs sont assez proches les uns des autres, donc vous pouvez y aller soit à vélo, soit à pied. Et puis le lavoir, c'est un endroit qui est important, enfin qui était surtout important autrefois, une fonction sociale, domestique. Ça peut parler aussi de la condition féminine, de l'environnement naturel. Voilà. De beaucoup de choses, et donc ce sera à découvrir jusqu'au 17 septembre. Jusqu'au 17 septembre. Complètement, et à partir du 28 mai. Très bien, très bonne date aussi, il faut préciser. Pour votre deuxième information insolite, Véronique, vous êtes aussi intéressée à l'une des plus célèbres meurtrières de l'histoire. Oh, meurtrière, la pauvre. Charlotte Corday. Alors, Charlotte Corday, c'est une jeune Normande aristocrate éprise d'idées révolutionnaires, complètement outrée, écœurée par la tournure que prend la Révolution, à savoir la terreur et les massacres. Elle pense que Marat est un des principaux responsables, et elle monte à Paris pour l'assassiner. Ça, c'est voilà. Alors sur elle a une lettre qu'on a retrouvée et qui va être vendue dans la maison de vente au Sénat, qui est un département royauté, qui est département. Je change de paquet de feuilles. Département royauté dont le responsable est Robin Goyeux, qui m'a donné plein d'infos extrêmement intéressantes. Donc cette lettre, elle va être mise à prix entre 80 et 100 000 euros. C'est une lettre manuscrite. Elle appelle ça Appel aux Français, amis des lois et de la paix. C'est une pièce autographe de Charlotte Corday. Alors elle a donc assassiné le 13 juillet 1793 Marat d'un coup de couteau dans le cœur, arrêtée tout de suite. Elle a échappé au lynchage, on l'a vite mise en prison. Le 17 juillet, elle était jugée par Fouquier-Tinville, qui a fait, pas lui, mais les autres révolutionnaires ont fait disparaître cette lettre parce que on ne voulait pas croire qu'elle était indépendante. On voulait faire croire que c'était un complot des Girondins. Et en fait, non, elle était vraiment indépendante. Et elle, ce qu'elle disait aux Français, c'est « Attention, vous voyez comment ça tourne, ressaisissez-vous, récupérez vos libertés, arrêtons la violence. » Elle était pour la paix et elle a mis des lois et de la paix, quoi. Et donc, elle s'est sacrifiée. Et elle disait, de toute façon, en tuant un homme, j'en sauve 100 000. Et cette lettre aussi, elle est très émouvante parce qu'elle est donc de sa main. Il y a des titres d'épingle parce qu'elle avait accroché, caché dans son corsage. Il y a un acte de naissance aussi parce qu'elle se dit sur le chemin, si m'arrive malheur, au moins on saura qui je suis. Et elle dit bien, je suis seule et responsable de mon acte, n'allez pas embêter mes parents ni ma famille. Et voilà, donc elle est exécutée, et cette lettre va être mise en vente, comme j'ai dit, entre 80 et 100 000 euros, sachant que la lettre, dont on avait déjà parlé, de Robespierre à Danton, est partie à 225 000 euros. Voilà, ça peut s'envoler, c'est un document extrêmement touchant. Très bien, et vous vouliez également nous parler des prochains VYP. Oui, alors demain, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Mishka Assayas pour la deuxième fois. Mishka Assayas est un journaliste spécialiste de musique rock. Il officie tous les soirs sur France Inter. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Very Good Trip, du nom de son émission. Et c'est un enfant de la vallée de Chevreuse, imaginez-vous. Donc il va venir, il restait très attaché à ça. Il a grandi dans la vallée de Chevreuse, il restait très attaché à ses maisons d'enfance. Il y vient souvent, il va nous parler de son nouveau livre et puis de la saison de l'été prochain sur France Inter. Très intéressant. Passionnant. Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Régine. Super. Merci. Merci à vous. Très vite. Et l'émission touche bientôt à sa fin. Juste avant de nous quitter, je vous propose de jeter un dernier coup d'œil à la météo de demain.
Demain matin, le soleil brillera dans tout le département. Côté température, il fera 10 degrés à Rambouillet et Houdan et 11 degrés à Versailles et Mantes-la-Jolie. Et dans l'après-midi, ça se dégrade un peu. Le ciel sera partagé entre nuages et soleil sur tout le territoire. Côté température, prévoyez 18 degrés en moyenne sur tout le département. Et demain, on fêtera la Saint-Donatien. Et ça y est, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.